Pierre-Yves Rogeron, bonjour. Bonjour. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour le grand entretien du mois de février. Et je vous propose d'attaquer tout de suite par les actualités et la politique intérieure. Donc on commence avec les municipales et l'affaire Benjamin Griveaux. Vous avez souhaité revenir sur cette histoire ? Oui, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de rigoler un peu, mais on va essayer de sortir de cette histoire, à la fois par une franche rigolade, mais également par un petit peu d'analyse, ce qui a un peu manqué. En réalité, M. Griveaux, je pense, a été victime de sa communication. Si vous vous rappelez le caractère, disons, burné de son slogan « Paris m'habite », eh bien, justement, les deux axes étaient déjà verbalisés. Le problème, c'est qu'il a eu beaucoup de mal à les lier. Et finalement, le m'habite a pris le dessus, c'est le cas de le dire. Et donc, M. Griveaux a dû se retirer suite à une vidéo où on le voit pratiquer l'onanisme. D'ailleurs, l'onanisme avait été créé justement pour ne pas avoir à se retirer, mais M. Griveaux se retire quand même de la course municipale parce qu'il aurait été piégé, à son corps défendant bien sûr, pour reprendre la phrase de Richard Virenque, par un trio fait d'un réfugié poutinien fort sympathique de Sanana actuelle, qui est l'ex, ou du moins une ex-dragueuse de M. Griveaux, le tout arbitré par de plus en plus mystérieux et de moins en moins, et de moins en moins équilibré ou équilibrable, Juan Branco. M. Griveaux, bien évidemment, dit qu'il veut protéger sa famille, vu qu'il avait encore au moins 5 vidéos du même acabit, et que le brave Ruskov dit 1, je peux les sortir, et 2, je peux en sortir d'autres sur X représentants du monde politique français. Le Griveaux est un oligarque très particulier, parce que c'est un des seuls oligarques dont on sait à quel plomb il faut le tirer. Comme vous le savez, on tire la voinette sauvage ou la galinette cendrée avec un certain type de plomb. Eh bien, le Griveaux se chasse aux transpalettes, si vous vous rappelez bien. Et a priori, pas uniquement. Donc, le monsieur Griveaux, prétextant d'un seul coup avoir recouvré des vertus familiales exemplaires, dit le cœur sur la main, je lâche l'élection. En réalité, il nous a évité d'avoir des vidéos de lui dans toutes les positions sur Internet à intervalles réguliers. Au passage, le trajet de cette vidéo est intéressant, vu qu'il sort sur le compte de M. Sonneforger, je crois, et commenté par M. Benalla, ce qui indiquerait qu'une partie de la Macronie n'est pas totalement désespérée d'enfin s'être débarrassée du boulet Griveaux, dont la campagne à Paris était un long chemin de croix. Pourquoi je dis une partie de la Macronie ? Parce que si Jupiter avait décidé de se débarrasser du cheval malade, il aurait certainement pensé à autre chose qu'à Madame Buzyn, qui nous avait assuré, 48 heures avant que l'affaire Griveaux se déclenche, que Paris ne l'intéressait absolument pas. Tout comme son ministère d'ailleurs, vu qu'elle quitte son ministère avec un hôpital public à 2 doigts de l'effondrement en pleine crise de coronavirus. Et remplacé par un médecin politique, j'emploie le terme médecin politique par analogie à M. Douste-Blazy, c'est-à-dire quelqu'un qui, quand vous voyez ce qu'il fait au corps collectif, vous imaginez ce qu'il peut faire à un corps individuel, qui est M. Véret, je crois, ou Véran, auquel on prête des capacités en médecine cérébrale, me dit-on, et qui avant tout préfère, disons, liquider la médecine à la française. C'est pas plus mal, tant qu'à liquider ses patients, autant les liquider en gros, pourquoi pas, et qui est en réalité un sous-VRP de l'industrie pharmaceutique. Donc, on quitte le navire pour aller dans la coque de noix de la campagne parisienne, où de toute manière, Madame Buzyn sera inaudible. Pourquoi ? Parce que, premièrement, elle a une réputation ministérielle exécrable, et deuxièmement, elle va devoir porter le fait que M. Griveaux ait été vu dans le plus simple appareil.
Au passage, qu'est-ce que cela nous dit de l'élection parisienne et qu'est-ce que cela nous dit de la classe politique française ? L'élection parisienne se resserre autour de deux protagonistes principales. Parce que ce sont deux femmes. Madame Hidalgo, donc notre drame de Paris, et la revenante parmi les revenus, Rachida Dati. Rachida Dati, qui devient l'espoir de la droite, le Figaro n'en peut plus, alors que le même Figaro et Valeurs Actuelles, qui d'un seul coup fait des ponts d'or à Rachida, rappelait son manque d'assimilation, ne serait-ce que par le choix du prénom de sa fille, qui lui avait été, rappelez-vous, il y a quelques années, fort reproché. La droite, de toute façon, à Paris, disparaîtra sans elle. Ses chances de battre Hidalgo sont tout à fait réelles, mais prenez le problème de la candidature Dati. Elle est maire du 7e arrondissement, elle a d'ailleurs une très bonne réputation, tout simplement parce que pour être maire d'arrondissement et avoir une très bonne réputation, il suffit de laisser la bourgeoisie comprador qui a fait de Paris une ville musée, tranquille. Mais à ce jeu-là, Hidalgo est plus forte. Elle a viré les prolos, elle a liquidé les voies sur berge, elle a fait des spectacles culturels décadents. Vous pouvez faire des succès d'estrade dans le 6e, le 7e, le 15e et le 16e. Les quartiers de la bourgeoisie de droite. Est-ce que ça suffira à avoir suffisamment de mairies d'établissement de mairies d'arrondissement, pour négocier après la place de maire de Paris? Comme vous le savez, on peut ne pas être élu maire d'arrondissement et être maire de Paris, ce qui est le cas d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo a encore la force des bobos pour pouvoir faire pression dans un certain nombre d'arrondissements clés, particulièrement les 17, 18, 19 et 20e. Donc, liquider la dame au rat ne sera pas aussi facile que prévu. Surtout que la liste Federbush est dans les choux, reste la liste Campion, qui peut être la bonne surprise, la seule drôle d'ailleurs de toute cette affaire. Le reste, le problème c'est que Buzyn va faire baisser tendanciellement les deux scores. Pourquoi ? Parce que LERM aujourd'hui, c'est une partie des bobos de gauche anti-prol, galvanisés parce qu'on a enfin crevé les yeux et coupé les mains, et une partie de la bourgeoisie décadente 16e qui voit enfin l'arrivée du juppéisme tant attendu. Donc il n'y aura pas de report automatique de Buzyn sur Rachida Dati contre Hidalgo. Il y aura une division que nous observerons et que nous analyserons entre les deux votes. Le reste des listes étant légèrement anecdotique. Une grande personnalité souverainiste, qui est Florian Philippot, a, apporté son soutien à Rachida Dati. Je comprends tout à fait la communication politique de Florian. Parce qu'il faut exister, même dans le terrain parisien, dont les patriotes ont été chassés. Bon, j'espère qu'il y aura au moins des échanges de clins d'œil entre les camarades de la liste Campion, dont son champion, qui est Jean-Marie Bigard, et le camp national, clins d'œil qui ont déjà commencé, vu que Jean-Marie Bigard a fait un excellent TV Liberté, au passage. On ne peut que saluer le Gaulois réfractaire qu'est Jean-Marie Bigard depuis quasiment 83-84. C'est-à-dire quand ses ennuis commencent avec la camarilla socialiste d'abord, et particulièrement par l'arme fiscale qui était maniée par un certain monsieur Charras, qui nous a délesté de sa présence récemment, et c'est tant mieux. On a vu à TV sur Bistro Liberté un Bigard extraordinairement à propos, tu vois, cultivé, avec une vue sur les questions. C'est un autre personnage, tu vois, c'est un autre personnage, comment dire, c'est un autre personnage que, si on regardait bien sa carrière, nous avons déjà vu les prémices. Je passe de côté sur la polémique sur le 11 septembre,
bien que ces vidéos de l'époque étaient quand même extrêmement courageuses, quoi qu'on pense du 11 septembre, c'était quand même prendre un risque d'avoir un avis en dehors de la doxa. Mais surtout, il faut jamais oublier que Jean-Marie Bigard, c'est un homme qui a joué du Courteline au théâtre. C'est donc du théâtre, de quand même d'assez haut niveau. Et deuxièmement, le sketch de la chauve-souris enragée est une des plus belles mises en abîme sur scène de la paranoïa. Et jouer ça, ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas donné à Kev Adams, ce n'est pas donné à Gad Elmaleh. Enfin, ça peut être donné à Gad Elmaleh si un comique américain l'a fait 2 mois avant. Hein, je ne dis pas, hein, mais en tout cas, c'est hors de portée de Kev Adams. Donc, le théâtre parisien va être intéressant. Ce qu'il nous dit de la vie politique française est terrible. Je le dis tout de suite, il ne faut pas demander aux hommes politiques de ce temps des histoires d'amour à la De Gaulle et Yvonne. Si vous entrez dans la carrière en vous disant ça, vous allez déchanter très vite. Moi, j'ai été conseiller politique. Je mettrais à 70% le nombre d'hommes politiques que j'ai croisés qui avaient des problèmes d'addiction. Boulimie, alcoolisme, toxicomanie, incapables de tenir leur porte-jartel ou leur braguette. À titre personnel, moi j'avais travaillé avec l'avantage d'avoir travaillé par exemple avec le député Schaffhauser, c'est que ça se posait pas. Il a rencontré sa femme à 16 ans dans un camp scout. Il n'a jamais levé les yeux depuis. Ça existe encore. Bon. Mais les autres, la seule chose c'est que ça ne doit jamais toucher l'État. Je rappelle que le général de Gaulle tournait les vis assez régulièrement sur ces questions-là. De manière très drôle, parce que le personnage était follement drôle, à un conseil des ministres, il avait fait remarquer à un de ses ministres, « Monsieur le ministre a des problèmes de braguette ?» Parce que celui-ci avait une femme plus une maîtresse qu'il essayait de loger. Ça voulait dire que dans la journée, ça devait être terminé. Je vous rappelle que le général de Gaulle faisait signer à chacun de ses ministres, le jour de leur prise de fonction, une lettre de démission signée qu'il ne lui restait plus qu'à dater. Parce que, comme le général de Gaulle le disait à Georges Pompidou, quand on est aux affaires, on ne fait pas d'affaires. C'était d'ailleurs une des grandes divergences entre les deux hommes. Ce qu'il faut bien comprendre, par rapport à ce que nos rois faisaient, par rapport à ce que la République a eu comme grand coucheur, la fameuse pompe funèbre, bon, hein, Monsieur Griveaux est bien peu de choses. Et d'ailleurs, il va aller pleurnicher, et après, il fera certainement de l'entertainment sur son histoire. D'abord un livre larmoyant, puis un film larmoyant, hein, de Marcel Pignol à Marlon Branlette. Mais tout ça n'est rien. Tout ça n'est rien, c'est une petite chose. Alors que nous, on avait quand même eu Félix Faure, qui était raide comme la justice. Il voulait être César, il ne fut que Pompée. Cette phrase extraordinaire d'un Clémenceau au sommet de son art. Mais que ça ne touche pas l'État. Il y a une limite, évidemment, à ce que je dis. Les perversions. Ça touche les gosses, ou, ça je renvoie à certains documents de policiers qui ont été interviewés dans des émissions à grand spectacle, particulièrement sur certaines dérives, scato, tout ça. Enfin, c'est une horreur dans laquelle, d'ailleurs, les services spéciaux envoient toujours des gens, parce qu'une fois que vous avez ça en photo ou en renseignement, la personne vous la tenait. Et quand on est au service de l'État, on ne doit pas être tenable. Et si on est tenable, imaginez M. Griveaux aurait été élu maire de Paris. Et la même personne aurait voulu le faire chanter. On ne doit jamais se mettre dans ces positions. Jamais. Et à une époque pas si lointaine, qui est le temps de nos pères. Bon, mon père a fait 68, hein, le général y veillait. Et ça pouvait très mal se finir. Pour vous, si vous étiez tenable dans un rôle d'État, et dans un pays où les trains arrivent à l'heure, vous ne pouvez pas tolérer
que ce soit traité avec autant de légèreté. Et ça prouve que la France n'est plus un pays souverain, parce que dans un pays souverain, que M. Griveaux soit le digne représentant de l'élite macroniste, qui n'a jamais caché qu'elle était une élite de branleurs, c'est une chose. Mais qu'un homme qui puisse diriger la capitale française puisse être tenu, imaginez, ça aurait eu lieu à la mairie de Washington, ça serait devenu une affaire d'État. Et pas uniquement pour le puritanisme américain, parce que la souveraineté le commande. Je n'ai rien contre le fait qu'ils aient des maîtresses, je n'ai rien contre le fait qu'ils fassent des parties fines. Je suis pas un père la morale. Nos rois en faisaient, ça n'empêchait pas leur grandeur. Un des plus grands Français de tous les temps, Richelieu, un curé qui meurt d'une blénorragie, ça a de la gueule, tu vois. Il a pas fait une fausse route en avalant de l'eau bénite. Tu vois, excuse-moi, la con. Mais l'État ne doit pas être soupçonnable. Et sinon, ça doit se payer. Surtout quand on voit la gueule du trio qui l'a foutu en l'air. Un sympathique anti-Poutine que nous avons par le droit d'asile, eh bien, le droit d'asile, je rappelle, est une latitude, c'est une gratuité. C'est un arbitraire pur, le vrai droit d'asile. La France vous donne protection. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu une industrie dans la main d'associations hostiles à la limitation de l'immigration, auxquelles nous donnons une partie de la gestion du flux migratoire. Un chapeau moustache. Alors que le vrai droit d'asile, qui aurait dû par exemple être utilisé pour un Snowden, pour un Assange, surtout pour un Assange d'ailleurs, ça nous ne l'avons pas fait. Nous avons fait une sorte d'industrie de la pleurniche, où, disons, des pain-culs d'extrême gauche servent en réalité d'idiots utiles au crime organisé. Parce que la réalité ignoble de ce trafic migratoire, c'est ça. Ce sont des blaireaux qui vendent du matériel humain pour le compte de salauds. Parce que la traite de migrants, il n'y a que la cam qui est plus rentable que ça, et bientôt la contrefaçon. C'est infiniment moins risqué que les armes, la traite humaine. Mais ça ne fait pas pleurer Marilou. Ça ne fait pas pleurer le bon gauchiste en Sarwell qui se dit paysan. Vous voyez duquel je veux parler, par exemple. Eh bien, nous avons eu, par anti-poutinisme, nous avons fait venir ce brave Piotr, je crois, ou Piotr. Piotr, pardon. Ce qui est d'ailleurs un nom, c'est drôle, d'ailleurs, c'est pas un nom très russe, c'est plutôt un nom, il y a beaucoup de Polonais plutôt qui s'appellent comme ça, c'est drôle. Il s'était cloué les testicules sur la place rouge. Eh bien, en réalité, ça, c'est, vous savez, cette culture des moines fous russes, les starets. Eh bien, quand vous prenez la culture starets, et que vous y additionnez le gauchisme dégénéré occidental, eh bien, vous avez ce brave camarade, artiste, vu que maintenant se clouer les couilles, c'est de l'art. Enfin, se clouer les testicules, c'est de l'art. Très bien. Pourquoi pas pourquoi pas. Avec une nanade qui est dont les magistrats ont demandé une expertise psy, et au milieu, le ravi de la crèche, Juan Branco, qui fait des parties de Chéri fais-moi peur en vidéo, d'après ce que j'ai vu, avec une lampe torche. Très bien. Juan Branco apparaît de plus en plus sur la corde raide. Premièrement, ce qui radicalise une partie de son comportement. Je sais par exemple qu'il a refusé, de manière assez inélégante d'ailleurs, de répondre à plusieurs médias nationaux qui voulaient lui donner la parole très honnêtement. Il y a quelques jours de cela. Et en même temps, cette fois-ci, le système veut vraiment l'abattre. Il l'attaque surtout d'ailleurs, et particulièrement sur ses goûts artistiques très particuliers, parce qu'après le site internet un peu glauque qui est de son cabinet d'avocat, il a aussi une passion pour les cadres avec des moutons qui montent sur des chiens.
Peut-être d'ailleurs que c'est un hommage à certains rites moyen-orientaux, hein, la fameuse PMA, hein, procréation par mouton assistant. Et ce jeune homme est un peu particulier, peut-être même un peu perturbé. Je n'aime pas je vais pas aller beaucoup plus loin parce que je n'aime pas le psychologisant, mais si vous voulez, autant il y a des personnalités de cette extrême gauche renaissante, je pense à Thomas Porcher particulièrement, qui m'apparaissent beaucoup plus posées, solides. D'ailleurs là, Thomas Porcher, la chasse est ouverte, vu qu'il s'est enfin penché sur l'euro. Bah ça, quand on ouvre un dossier sérieux, hein, et il est allé, tu sais, dans cette émission qui va se coucher bientôt de Monsieur Ruquier, le sympathique animateur du Havre, et qui bientôt va nous délester de sa présence et qui a bien fait. Donc, et qui fera bien d'ailleurs. Et qui va remporter avec lui ses souvenirs inénarrables de Madame Madame Angot, pardon, et de Monsieur Moix, hein, les deux secrétaires de Bernard-Henri Lévy. Alors, Yannou n'est pas que secrétaire, il est aussi caricaturiste, hein, je vous le rappelle. Il fait des dessins, comment dire, qui auraient fait Florès à la règle du jeu et à Je suis partout. Donc, cette extrême gauche est en train de renaître sur des personnalités un peu solides et aussi sur des gens dont on voit la fragilité. Et vous voyez ce trio, qui tient quand même plus des trois derniers frères Dalton que d'autres choses, est arrivé à foutre en l'air l'un des champions de la Macronie. Alors, il est vrai que M. Griveaux était un arriviste qui se rêvait parvenu. Bon, parvenu c'est bien le mot. Et pas plus. Parce que je pense que Benjamin Griveaux n'imagine pas être autre chose. Parce que déjà ou alors il a des qualités cachées, hein, donc peut-être a-t-il une imagination fertile. Après tout, c'est un homme qui ne manque pas de poigne, si on en croit la vidéo. Donc, et ça, on n'imaginait pas. Alors peut-être a-t-il des capacités intellectuelles, disons, cachées, mais alors bien cachées. Donc, vous voyez à quoi ça tient maintenant la vie politique française ? Alors vous me direz, le revenge porn peut pardonnez-moi l'anglicisme, donc comment pourrait-on le traduire intelligemment, tout simplement, le chantage à l'intimité physique, peut nous arriver à tous, il arrive à des milliers de quidam. Alors évidemment, les règles de cyberdéfense et de cyberprotection doivent être enseignées très tôt. Parce que quand on fait confiance à quelqu'un dans une intimité, on ne s'entend pas à voir le mauvais visage de l'autre. Par contre, quand vous entrez au service de l'État, je crois que Ovidie, l'ancienne ardeuse, avait dit que Griveaux aurait mieux fait de rester et reconnaître que, après tout, c'était ses partis nobles, et puis voilà. Je comprends que quelqu'un qui se met du côté des victimes dise ça, mais l'État ne peut pas le supporter. Je préfère encore, je le dis, d'avoir ce qui se passe au Brésil, par exemple, parce que Bolsonaro a mis un mec qui est acteur porno, lui on va pas le faire chanter, hein. Tout le monde a déjà vu l'objet. Donc ça grandit pas l'État, mais il n'y a pas le risque que ça tombe en permanence. Alors après vous me direz, ce serait quand même mieux s'ils tenaient leur braguette. Mais même les grands hommes ont des petits secrets. Bon. Alors c'est vrai que quand vous connaissez l'histoire de la chevalerie gaulienne, c'est pas des secrets du même acabit. Sanguinetti avait, comme beaucoup de Corses, une passion pour le jeu, Malraux un peu pour l'opium, Capitan, c'est quand même un des plus grands juristes français du XXe siècle, sinon le plus grand, en tout cas l'un des plus grands. Il avait un côté pétrolette, 3 litres au 100, tu vois. Ce sont de tout petits secrets, ça. De Gaulle, c'est entre 39 et 45, 2 paquets de gitane maïs jour. Ça va pas crier loin comme grand secret, hein, comme addiction. Il arrêtera de fumer immédiatement après la guerre. Alors c'est vrai que c'est 3 fois rien par rapport à ce qu'on a maintenant. Mais malheureusement, c'est une élite qui ressemble à une partie du peuple qui la supporte. Alors que, en fait, ce sont
c'est des petits mecs. La grande politique est un métier de seigneur qui est aujourd'hui devenu un métier de petit mec, comme dirait Bernard Lugan. Voilà, c'était ce qu'il y avait à dire de Benjamin Griveaux. Mieux vaut en rire, sinon on en pleurerait. Donc après le petit théâtre de la vie parisienne, on passe à présent au cinéma avec la soirée des Césars qui a eu lieu vendredi dernier, et vous souhaitiez revenir sur la nomination de Roman Polanski en tant que meilleur réalisateur pour le film J'accuse et la polémique que cela suscite dans le monde du cinéma français. On a pataugé dans la fange. Alors déjà, on va commencer avec du Depardieu. Depardieu disait « Les Césars m'emmerdent », et je le dis sincèrement, mieux vaudrait peut-être que la cérémonie n'ait plus lieu. Parce que là, on a tout eu. On a eu la fausse comédienne, militante ethnique, qui a dit « il n'y a pas assez de noirs ». Très bien, il n'y a pas de souci, mais si on commence à les compter au cinéma, j'ai pas de problème. On va aussi les compter dans les émeutes de la gare du Nord. Puis on va les compter en prison aussi. Parce que l'art, c'est le domaine du talent. Et il est évident qu'il y a certains de nos compatriotes d'origine afro-antillaise qui ont énormément de talent. Pas de souci là-dessus. C'est évident. Le problème, c'est que si on veut voir les vrais discriminés de la nuit des Césars, on va éliminer tous les fils d'eux, et on va demander tous ceux qui sont provinciaux, on va demander ceux qui sont enfants de classe moyenne. Et là, on va se rendre compte qu'il y a plus qu'on se sert de la diversité ethnique pour cacher le manque de diversité sociale, comme d'habitude. C'est à ça que ça sert. Hein. On commence comme ça. On fait venir Foresti, qui fait un spectacle lourd, enfin c'est du Foresti, c'est-à-dire c'est lourd. Elle arrive grimée sur la bande-son du Joker, qui est en plus une chanson dont l'auteur a été condamné pour pédophilie, donc pas de bol. Elle fait des blagues sur Polanski, le nommant Hatchoum. Évidemment, Meyer Habib, toute la bande dit Hatchoum c'est antisémite. Oui, Blanche-Neige, conte antisémite bien connu. Donc tout le monde rajoute sa couche de minorité, sa couche de bêtises là-dedans. Polanski est nominé, ce qui, malheureusement, vu ce qu'il y avait, parce que ou alors on remettait, il y avait qui d'autre en liste pour le, tu vois, tout le monde s'en fout. Donc alors évidemment, J'accuse est un film mauvais, parce que je suis désolé, un film avec Jean Dujardin peut difficilement être bon. Mais bon, ils avaient que ça. Polanski qui je rappelle, a été patron de la Nuit des Césars. Il a été patron de jury. Enfin, à Cannes, c'est sûr, et peut-être à la Nuit des Césars. Il a déjà été nominé dans ces et à l'époque ça posait pas de problème alors que l'affaire était déjà connue. Donc là c'est parce qu'une brave actrice se barre alors qu'en fait elle venait d'être a priori liquidée du César de la meilleure actrice. Donc elle en profite pour faire parler d'elle. Le brave Jean Dujardin qui est pas en reste qui dit le pays pue alors que le pays pue et moi je me casse aux States. Tu peux te casser aux States, camarade. Le problème, c'est que la vague MeToo, elle n'est pas allée d'est en ouest, elle est venue des États-Unis pour arriver ici. Elle est allée d'ouest en est. Tu vois, si tu veux, moi je veux bien qu'on dise, si tu veux, résultat, un mec aussi posé que Lambert Wilson, qui est peut-être l'un des derniers vrais acteurs français. À mon avis avec Tchéky Garriot et Jean Reno. Au passage, 3 mecs que tu vois nulle part parce qu'ils ne tournent quasiment qu'à l'étranger, sont obligés de prendre la défense de Polanski, et le pire, oblige n'importe qui d'un peu sensé à prendre la défense de Polanski, alors que Polanski, si tu veux, a fait quelque chose d'horrible, mais comme sa victime, et comme il a utilisé une voie de droit, donc il a déjà été condamné, vu qu'il a fait une entente financière, ce qui est peut-être quelque chose de peu reluisant du droit anglo-saxon, mais c'est fait, donc la procédure est faite, et surtout sa victime ne veut plus qu'on l'ennuie, elle, avec ça. Et on ne peut pas se substituer au malheur des autres, tu comprends ? Surtout, en réalité, pour pouvoir faire son propre agenda médiatique personnel.
Et tu vois, quand tu vois ces deux humanités dégueulasses qui se rencontrent et qui se choquent, là, tu vois, tu te dis, mieux vaudrait à la rigueur qu'on fasse un jury d'attribution des subventions publiques, un jury uniquement étranger, avec que des grands cinéastes asiatiques et des grands cinéastes, puisque c'est quand même le cinéma le plus créatif aujourd'hui, très loin, et un ou deux américains, parce qu'il y a quand même, si tu veux, les Oscars, c'est quand même encore quelque chose, quoi, par rapport au César. Et qu'on élimine et qu'on noie à l'acide toute cette humanité ignoble, tu vois, il faut quand même un jour dire, particulièrement à la jeune génération, que l'humanité, ça peut être autre chose. Je vais te donner un exemple. Tu vois, le même jour, ou à peu près que la nuit des Césars, tu as un grand tome nicaraguayen qui est mort. Un mec qui était prêtre, théologie de la libération. Il avait été relevé par Jean-Paul II de son sacerdoce et réhabilité par le pape François, parce qu'il avait combattu pour son peuple. Jean-Paul II, qui est un bon polac anticommuniste, avait refusé d'honorer les morts, avait refusé les sacrements aux morts des guérillas sandinistes. Le brave Régis de Castelnau, notre camarade Castelnau, a assisté à une messe pour eux dans un bidonville du Nicaragua. Là où tu avais les femmes plus leurs enfants habillés en noir. Célébrés par ce type-là. Tu vois. Il y a une photo très célèbre où il demande la bénédiction du Saint-Père et Jean-Paul II lui refuse, tu vois. Tu vois, alors il va nous gaver avec Mémoire et Identité qui sur le dernier Roland du patriotisme chrétien, mais ça reste, tu vois, le pape de la guerre froide et le pape des Américains, quoi qu'on en pense. Alors il y aura bien pire après, il y aura Ratzinger, qui est un des assassins de la Serbie, faut jamais l'oublier. Bon sang ne sait mentir, bon, Panzer Cardinal, ça veut tout dire. Et tu vois, ce petit prêtre est mort là, il était poète en plus. Il est mort là, le Nicaragua va prendre 3 jours de deuil. Quoi qu'on pense du sandinisme, etc. Mais tu vois, l'humanité était capable de créer ça. Et question, comment on fait en sorte que des êtres réellement vivants viennent au monde? Tu vois? Parce que nous, tu vois, si tu veux, tu vois, la nuit des Césars, c'est... Là, pour le coup, Polanski était raccord. Il a tourné le bal des vampires. Bon, bah là, il a tourné le tome 2. Bon, malheureusement, un peu contre lui. Bon, c'est... Mais tu vois, c'est... T'as que des morts. T'as que des morts. Et à un moment, bah, tu te dis, Léo Dagan 2022, tu vas tout cramer pour repartir sur des bras de scène. Parce que, si tu veux, tu vois, je sais pas si tu te rappelles, d'un moment, il y avait eu au Festival de Cannes, t'as vu la vie d'Adèle, tu vois, où les deux gamines avaient dit qu'elles se battaient, qu'elles combattaient le conservatisme, Christine Boutin, tu vois, Christine Boutin, le pouvoir en France. Bah, tu vois, tout ça, ça mérite de cramer. Et c'est aussi pour ça que nous devons trouver les exemples, tu vois, parce qu'à la fin, ça va être une guerre anthropologique. C'est-à-dire entre des hommes qui veulent encore vivre comme des hommes, et des êtres qui ne rêvent que d'être des choses, qui en réalité sont déjà des choses mortes. Et à un moment, ces deux humanités-là ne pourront plus vivre parce que tu en as une qui est intrinsèquement parasitaire. Et pour preuve, quand les prolos ont dit on est encore là, le gilet jaune, c'est ça, c'est on est encore là. Et quand je vois des gens qui disent ce qui a été fait à Polanski est un manquement à la dignité humaine, ah ouais, crever les yeux des étudiantes, la petite Fiona, je crois, qui est défigurée à vie, couper les mains des mecs, ça c'est pas la dignité humaine, parce que c'est peut-être pas des humains, c'est des proles, c'est plus la sueur. Ouais. Ils étaient où là, tous ces comment dire, vigilants, tous ces généreux qui s'offensent pour Polanski, ou qui s'offensent contre Polanski, tu vois, qui s'offensent. Tu vois, l'offense est partout, donc nulle part. On a dépassé le stade de la société du spectacle. Je le rappelle, le spectacle, c'est de la vie qui imite de la vie.
La parodie, c'est de la vie qui imite de la mort. Là, on est dans la société de la parodie. Alors à un moment, soit ça prend feu, soit le simulacre nous tuera. Tout simplement parce qu'il rendra impossible la vie. Tu vois, c'est pour ça que de cette affaire ridicule, t'as un jugement de civilisation qui a eu lieu ce soir-là. Tu vois, c'est-à-dire le néant, tu vois, le néant juge le chaos. Tu vois. Et dans tous les cas, la vie n'est pas là. C'est la grande question du siècle qui vient, c'est-à-dire quelle politique de vie. Et particulièrement pour nous qui sommes face à une bourgeoisie décadente de vieux, quoi. Voilà, c'est incarné par les Césars, les machins, etc. Tout ça de... Alors vous me direz, l'exception culturelle c'est important, mais là... l'exception je veux bien, mais culturelle, quelqu'un a vu de la culture là-dedans ? Là, c'est plutôt quand j'entends le mot culture, je sors mon chéquier, dit l'héritier du Centre national de la cinématographie. Tu vois. Enfin, je sors le chéquier de l'État, plus facile. Tu vois, je pense que tout ça, c'est bien plus qu'une politique culturelle, c'est une politique de vie dans laquelle il faut placer, sinon nos espoirs, du moins nos réflexions. Très bien, sans transition, nous allons parler à présent du coronavirus. Donc, Même chose. Quelle leçon ? Quelle leçon ? Le coronavirus, pour l'instant, a tué 3 personnes en France. Alors, ça fait peur, mais c'est normal, c'est un SRAS, donc c'est de la même famille que les grippes, etc. Je rappelle que la grippe annuelle, hivernale, tue près de 3000 personnes en France, plus de 3000 personnes en France, et comme le coronavirus, il s'attaque aux personnes âgées qui, au-dessus de 80 ans, sont quand même, je crois, près de 30%. Alors après, les chiffres, ce qui fait peur, c'est pas les chiffres, c'est l'augmentation des chiffres qui, en moyenne, prend 20% par jour. Oui, c'est un volatile. Or, qu'est-ce que ça nous apprend ? La Chine est en train de le régler, par des méthodes de souveraineté. L'Occident, paralysé par son idéologie libérale, premièrement, regarde ça comme un lapin dans les phares, et deuxièmement, essaye de faire taire, parce qu'il ne lui plaise pas, là ça s'est vu par des scientifiques à la fois français, canadiens, etc., qui eux sont des spécialistes de la question, qui ont dit que les Chinois ont fait ce qu'ils ont pu et l'ont bien fait, parce que parmi les meilleurs dans les maladies infectieuses de ce type, eh ben, ils sont quoi ? Pour la plupart, ils sont français, et ils sont où ? À Marseille. Dont une espèce de Gaulois à moustache absolument génial, avec des chevalières assez marrantes. Je crois qu'il a un crâne, une tête de mort, c'était marrant. Et donc lui, il n'est pas expert, parce que si tu veux, parce que voilà, il est passé dans l'air, il lèche pas les bottes. Là, tu vois, c'est dans l'air, ils avaient fait venir un mec qui est spécialiste lui, de la théorie du complot. Alors tu te demandes ce que ça vient foutre là. Et il dit oui, on peut rejeter l'autre. Ah ouais, on peut rejeter l'autre parce qu'il t'éternue à la gueule. Ouais. Là, tu vois, tu entres dans le stade débile du droit de l'hommisme. Mais débile au sens de la sénescence, tu sais, au sens où le vieillard cacochine devient neuneux. Tu vois, ben, là, c'est le niveau des journalistes français face à ça. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que ça nous rappelle ? Ça nous rappelle le lien entre économie ouverte et épidémie. Lien évident pour nos anciens. Mais nous, qui avons été élevés dans le coton, il a fallu ça pour nous le rappeler. Bon. Deuxièmement, face à une maladie aérienne, rien de mieux que le confinement. Et le confinement, ça peut avoir des effets pas si mal. Je m'explique. Vous avez tous vu cette image satellitaire de la ville de Wuhan, prise par la NASA sur la pollution. Il ne s'agit pas, évidemment, de mettre en accusation la Chine, comme je vois tous les... Moi, je le dis sincèrement, la lutte contre la mondialisation, c'est la lutte contre l'ennemi chinois, ça sera sans moi. Parce que un taux d'agressivité économique, ça se calcule. Tu prends
tu prends tu prends les recettes commerciales à l'export, quand elles sont positives, si tu veux, et tu divises par la population. Ma moralité, le pays qui coule ses voisins, c'est pas la Chine, c'est l'Allemagne. Le pays le plus agressif, c'est comme ça, tu vois. Par tête de pipe, c'est l'Allemagne, c'est pas la Chine. Et je rappelle que les Chinois n'ont pas volé les usines ou quoi que ce soit, ils nous ont pas rendus dépendants d'eux. Les usines, c'est notre classe économique décadente et traîtresse qui leur a donné. Contre espèce sonnante et trébuchante pour eux. Et les Chinois, comme ils sont un peuple travailleur et intelligent, eh ben ils en ont pris le contrôle. Qui fait l'âne n'a pas à se plaindre qu'on lui monte dessus. Ok ? Donc, évidemment, c'est une pub ouverte pour les circuits courts, la démondialisation. Ben voilà, vous voulez plus de grandes épidémies. Ah ben, faut revenir à des économies semi-fermées. Vous aurez plus de grandes épidémies. Ça vous choque pas que la plupart des grandes épidémies se soient arrêtées à la période de structuration, justement, parce qu'on a fait en partie les frontières pour ça, aussi pour des raisons sanitaires. Ce qui n'a pas toujours eu un plein succès. Rappelez-vous la grippe espagnole. Bon. Mais une économie ouverte où chaque pays est un hôtel, pour citer un grand représentant Blue Jean, eh bien, c'est la porte ouverte à tous les virus. Comme disait Deng Xiaoping, quand on ouvre la fenêtre, les mouches rentrent. Et si les mouches rentrent, les miasmes aussi. Tout simplement. Donc, 3 leçons. Quand tu veux avoir une bonne santé publique, premièrement, tu restes dans le semi-fermé. Donc, ça veut dire que tu préfères tes prolos à toi à des prolos moins chers pour garder des approvisionnements courts. Hein, tu n'es pas Carlos Ghosn. Hein. Ça veut dire que tu respectes ta recherche scientifique, même si les to-be peuvent être un peu trop rock'n'roll pour toi. Hein, parce que bon, ils ont des bagousses qui te plaisent pas et un air Vercingétorix qui tout de suite te fait penser à des heures où on n'avait pas payé la facture d'électricité, donc elles étaient devenues sombres. Mais bon, tout ça, tu vois, comme dirait Dominique Strauss-Kahn devant l'affaire Griveaux, on va quand même pas user un paquet de Kleenex pour ça. Hein. Donc voilà, dernière leçon. Monsieur, un moment, quand on gouverne, on doit avoir une sorte d'éthique que je qualifierais quasiment de sportive vis-à-vis de la population. Par exemple, on n'utilise pas la Constitution par la peur du coronavirus. Tu vois ? Tu te dis, il y a une épidémie, donc on va rester à les stades du débat et on fera le vote quand ça ira mieux. Tout comme tu fais pas passer des lois l'été. C'est pourquoi ? Parce que là, tu affaiblis l'État. Parce que tu fais de l'État une espèce de sale morveux qui frappe dans le dos. Or, l'État dans sa majesté ne doit pas être... tu vois, l'État dans sa majesté n'est pas poil de carotte. Tu vois. Et donc là, il a utilisé le 49.3, que je rappelle que le 49.3 est une disposition constitutionnelle qui en réalité suspend le Parlement, qui ne peut plus voter qu'une motion de censure. Bon. C'était fait pour éviter que la souveraineté du peuple soit privatisée par une démocratie d'avocats où chacun ne veut qu'entendre le son de sa propre voix. Ce qui était la 3e et la 4e République, ce qui nous a quand même conduit à la défaite de 40 et à l'enlisement d'Algérie. Bon. Donc le 49.3 se justifie. Vous observerez que certains premiers ministres ne l'ont jamais, ce qui a été le cas de Pierre Messmer, le grand Pierre Messmer, ne l'ont jamais utilisé. Qui l'a le plus utilisé ? Monsieur Rocard, qui était un homme bien, surtout sur la fin. Il a fait quand même une chose extraordinaire de sa vie, il est mort. Tu vois, et pour ça, merci Michel. Pourquoi Michel Rocard ? Parce que le 49.3, qui ne servait qu'à protéger la souveraineté populaire contre le Parlement, change de sens à partir du tournant de la rigueur de 83. Où là,
il s'agit de faire avaler à la Chambre les reniements du Parti socialiste, incarné par la deuxième gauche, par le PSU, par M. Rocard, sur la photo duquel il y avait M. Valls, vu que Manolo veut revenir. Alors je le dis sincèrement, amis espagnols, refilez-nous une grippe. La dernière que vous nous avez filée a quand même tué suffisamment de gens, hein, mais tout, mais pas Manolo. Non. Je suis sûr qu'il y a un coin paumé en Espagne ou ailleurs où on peut l'envoyer. Cherchons ensemble. Il y a déjà tellement de... La légende noire de l'Espagne est tellement présente, l'anti-France, la haine de la France est tellement présente en Espagne. Non, ne ravivons pas tout ça. Il y a bien quelque part, chez un peuple cannibale de préférence, ou du moins que chez les Afghans, enfin chez des gens qui savent gérer ce genre de caractériel, voilà, parce que quand Valls dit « je ne manquerai pas d'être utile », alors Manolo a fait des progrès, parce que « je ne manquerai pas », bah jusque-là la phrase était bonne. Tu vois, à deux mots ça aurait été, tu vois, ça aurait été quelque chose, mais voilà, donc tu avais M. Valls, tu avais M. Mélenchon, qui à l'époque n'était pas encore redevenu un gauchiste à cheveux longs en Sarwell, mais était un sénateur socialiste, et tu avais M. Cambadélis, donc Coscas, tu avais Dom Bartolone, et toute cette équipe sur laquelle l'histoire aurait dû tirer la chasse depuis longtemps. Donc, c'est le 49.3 en période où tu utilises la peur, et ça marche, vu que on a dévalisé les stands de riz et de pâtes. Et pourquoi la peur marche? Parce que il faut penser au relèvement moral de la nation et à la revirilisation du citoyen. Apprendre aux citoyens à faire des bases de survivalisme soft. Je leur demande pas de s'entraîner à l'arbalète dans les bois, mais juste de résilience. De résilience. Tu vois. Parce qu'un peuple qui sait faire ça, on lui fera pas les poches. Et régner par la peur, c'est le règne des petits mecs. Et chez les petits mecs, Édouard Philippe s'illustre. Il entrera dans l'histoire par le vide ordure. Nous allons aborder à présent la visite de l'OTAN dans notre base de sous-marins nucléaires le 12 mars, sur l'invitation de notre président Emmanuel Macron. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Ça m'inspire que Nicolas Sarkozy n'aurait pas dû retirer la haute trahison des codes pénaux pour une raison. De la Constitution. De la Constitution, et d'ailleurs il ne l'a pas retiré de notre système pénal, vu que l'atteinte, le titre du code pénal sur l'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État existe encore, parce qu'on a créé justement des limitations juridiques pour qu'il y ait une procédure. Parce que si vous voulez, le droit n'empêche pas un fait social. Si je vous dis demain on va voter l'interdiction totale des grèves, si les mecs se mettent en grève, vous faites quoi ? Donc si vous pouvez dire que les traîtres ne doivent pas être châtiés. Le problème, c'est qu'il suffit d'un arbre un peu vigoureux, d'une corde un peu solide, et de quelqu'un qui sait faire un nœud coulant. Et c'est fait. Je n'appelle à rien, c'est pas ça le problème. Je dis juste qu'Emmanuel Macron devrait faire très attention à ce qu'il fait. Parce que ouvrir à des pays qui ne sont nos alliés que sur le papier, et dont certains d'entre eux veulent notre destruction, je pense particulièrement à l'Allemagne qui le cache de moins en moins, qui elle veut la liquidation de notre arme nucléaire et la mise certainement sous un système de double clé à sa main, comme les Américains en ont sur les Britanniques. Et ce qui va loin, hein, pour les Anglais, ça va... si vous voulez, les Anglais, ils envoient leurs missiles en révision aux États-Unis, ils n'ont pas le droit de les ouvrir, donc ils savent pas ce qu'il y a dedans. Et quand ils reviennent, c'est peut-être pas nécessairement les mêmes missiles. Vous voyez ? Donc l'Allemagne, je pense, voudrait tout à fait nous liquider de cette manière-là, parce que de toute façon, la haine qu'ils nous portent est leur dernière raison de vivre, hein, donc qu'ils portent également Ruskov. Hein, Poutine ne doit pas se faire d'illusions. Mais Emmanuel Macron, lui, qui se comporte de plus en plus comme l'agent d'une puissance étrangère, hein, là, leur ouvre nos bases sous-marines. Pourquoi ? Il leur donne le nombre exact de nos têtes nucléaires. Pourquoi ?
Tout ça parce que les Allemands lui demandent de leur donner ce qu'ils veulent, c'est-à-dire le réseau diplomatique de la France par l'ONU et nos armes. Et ensuite, certainement l'abandon de nos territoires d'outre-mer, qui est une obsession, alors là, de la branche eurolatrique des Allemands. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est avant tout dans les institutions européennes que vous l'entendez ça. Donc voilà, bon, c'est Emmanuel Macron, voilà, il veut être nommé Boche d'honneur. C'est peut-être d'ailleurs la seule fois où il sera associé au terme honneur. Mais qu'il se méfie, parce que les partisans de l'Allemagne ont mal fini. Et pourtant, ils se voyaient déjà dans un Reich de 1000 ans pour beaucoup d'entre eux. Et pourtant, la plupart ont terminé soit comment dire, dans des trous à éviter l'armée rouge ou les Américains, soit on termine à la potence. Et c'est normal d'ailleurs. Beaucoup d'entre eux n'ont pas été fusillés, et c'est quelque chose de... Et d'ailleurs, certains l'ont été, d'ailleurs, le général de Gaulle a prouvé sa mansuétude. Encore une fois, sa trop grande mansuétude. Parce qu'être fusillé est un honneur militaire. Les traîtres et les voleurs, on les pend. Je n'appelle à rien, je constate, c'est un fait historique. Sauf à Athènes. Athènes, on les balançait dans le vide. Donc ça donne le temps de réfléchir entre deux étages. Pourquoi pas. Voilà. Je n'appelle à rien, je constate malheureusement. Emmanuel Macron sera jugé sur ses actes, comme tout personnage historique. Vous voulez vous tenir au courant de nos initiatives? Suivez-nous sur Facebook, abonnez-vous à nos groupes.